Bonjour et merci de nous prendre en marche. C'est bien Presse Éco, votre émission hebdomadaire d'analyse, de commentaires, de débats sur les sujets qui marquent l'actualité au plan national et international avec nos invités qui sont des chroniqueurs, des hommes des médias, des analystes. Avec eux, nous revenons sur ces sujets-là pour le décryptage. Alors, nous sommes de retour 3 semaines après et nous vous disons merci de nous suivre. Je suis donc aujourd'hui pour ce débat avec mes invités et nous parlerons d'abord du code électoral, nous parlons du code électoral, nous parlons aussi de l'accord politique qui a été scellé entre l'opposition politique, en tout cas les candidats de l'opposition politique à la présidentielle ont scellé un accord pour le second tour. Nous parlerons de ce sujet, code électoral, je le disais tantôt. Il est question en tout cas de consensus, mais aussi d'un certain nombre d'articles qui font problème. Nous allons en parler. Et puis en international, deux sujets, la Côte d'Ivoire, la situation, en tout cas la situation politique liée au troisième mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Nous allons évoquer ce sujet. Puis au Mali, c'est la recherche d'un schéma de transition pour tout simplement permettre d'acheminer le pays vers le retour à l'ordre constitutionnel. Nous allons donc débattre de ce sujet avec mes invités. À ma droite, Maître Kielem Apollinaire de Tambela. Il est avocat inscrit au barreau. Il est le président du CRIC, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci, Maître, d'être sur ce plateau. Et puis, à ma droite, Mamadou Ali Compaoré. Mamadou Ali Compaoré est donc journaliste. Il est détaché au ministère de la Communication. Merci d'être sur ce plateau. Et puis, juste à la gauche, il y a Parfait Silga. Parfait Silga est journaliste et analyste. Merci, Parfait. Et puis enfin, dernier invité, Évariste Faustin Concebo, il est donc chroniqueur média, le président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Donc avec eux, nous allons débattre de ces différents sujets-là dans un décor que vous voyez, à renouveler un décor nouveau qui dit rentrée nouvelle également après ce cours. Merci donc de nous suivre. Alors, on commencera certainement avec une actualité qui est par moments dramatique, mais par moments aussi qui questionne les responsabilités. C'est les inondations qui ont lieu en ce moment. On a vu des cas de drame, une dame qui est morte, entraînée par les zones de caniveau, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs dégâts liés à ces eaux. Alors la question de l'urbanisation, de la maîtrise donc, des canalisations, mais aussi de la responsabilité des citoyens. Parfait, Silga. Qui est donc responsable de tout ce qui arrive aujourd'hui? Nous sommes tous responsables de ce qui arrive. C'est-à-dire l'État par un manque de planification, les collectivités par un manque d'anticipation, mais aussi les citoyens que nous sommes tous. Parce que quand vous regardez les caniveaux, comment ça se comporte, nous nous comportons, nous prenons les caniveaux comme des dépotoirs. Alors que quand il y a des fortes pluies, évidemment, les caniveaux sont bouchés. Donc l'eau ne pouvant plus y passer, mais l'eau se déverse dans nos cours. Donc je pense que tout le monde est responsable. Mais ce qui est quand même dramatique, il faut le dire, c'est que chaque année, nous assistons à ce phénomène. Et c'est comme si nous sommes incapables d'imaginer des solutions pour prévenir ce qui était, j'allais dire, attendu. Parce que quand vous regardez la pluviométrie, depuis le début de la saison, on savait que la pluviométrie serait importante. Alors, justement, Parfait Silga, on dit que gouverner, c'est prévenir. Alors, qui devrait prévenir tout ça? D'entrée de jeu, tu parlais un peu d'une question de politique, d'urbanisation. Mais par exemple, quand on regarde dans certains non-lotis, qui sont des zones connues, qui peuvent être des zones inondables, des gens y habitent et l'autorité ne dit rien. Oui, mais c'est ce que je dis aussi, c'est le manque d'anticipation. Je pense que il ne sert à rien de demander à des populations de ne pas s'installer dans les zones inondables. Ça ne sert à rien. Parce que vous savez qu'au regard de la situation, les gens vont quand même s'installer. Où est-ce qu'ils vont aller? Mais il faut de la fermeté de l'État. Il faut de la fermeté des autorités municipales pour déguerpir les gens qui sont dans les zones inondables. Bon. Maintenant, le problème, c'est de dire, quand on les déguerpit, où est-ce qu'on va les reloger? Bon, la question se pose. Sauf que il y a certaines personnes, des personnes mal intentionnées, qui ont eu, par le passé, des parcelles pour aller se reloger dans les zones d'habitation,
mais qui ne sont pas partis, qui sont restés. Donc, je dis, tout revient à la fermeté. C'est-à-dire, s'il y a un plan d'urbanisation qui prend en compte tout ce qu'il peut avoir comme aléas climatiques, il faut encore qu'il y ait de la fermeté par rapport au comportement désordonné des citoyens. Ali, est-ce que la fermeté dont il est question, est-ce que la fermeté peut effectivement résoudre ce problème, ou bien il faut une sorte de responsabilité en amont? Bon, il faut que les gens, parfait à parler de planification, il faut que les gens sachent d'abord que Ouagadougou, même s'il ne pleut pas tous les jours comme on le voudrait, Ouagadougou est un gros bas-fond quand on regarde Ouagadougou. Donc les gens savent très bien qu'il y a des endroits, lorsqu'il pleut, même des petites pluies, ça devient praticable. Voilà, c'est ça. Donc les gens le savent. Les autorités ont une grande part de responsabilité parce qu'elles savent très bien que ce sont des zones inondables. Et il y a certaines zones, lui parle de non loties, mais il y a des zones inondables qui ont été loties par l'administration et attribuées à des gens. Et qu'est-ce qu'on en fait? Bon, effectivement, il a parlé des caniveaux, c'est vrai. Les gens bouchent les caniveaux, c'est-à-dire que les caniveaux ne sont pas en grand nombre pour la ville de Ouagadougou, parce qu'il semble que les caniveaux sont beaucoup plus chers à construire que le goudron. Selon, en tout cas, Simon Compaoré, lorsqu'il quittait la mairie, je l'avais reçu sur le plateau de la télévision nationale et je lui avais posé la question sur les goudrons par rapport notamment au quartier Karpala. Et il m'avait dit que ce que les gens payent pour faire des lotissements, c'est très peu par rapport au coût des caniveaux, parce que les caniveaux coûtent plus cher que le goudron. Donc vous allez voir certaines rues de Ouagadougou où c'est bitumé, et puis les accotements, il n'y a pas de caniveaux, ou bien c'est des caniveaux rikiki, pour parler comme les enfants, et donc quand il y a une pluie assez abondante, c'est fini, la ville est inondée. Donc la responsabilité, la planification, il faut que les gens soient assez forts et que l'État soit assez ferme sur un certain nombre de choses. On ne leur demande pas de la brutalité sur les populations, on leur demande d'être ferme, expliquer aux gens, vous êtes dans une situation inondable. Est-ce que, Ali, à écouter, si on prend en compte les propos qui auraient été donnés donc, par Simon Compaoré, que les accotements sont plus chers que les voies elles-mêmes. Comment on fait en ce moment? Il y a les voies qu'on a besoin pour rentrer dans certains quartiers, mais en même temps, il y a les accotements. Oui, mais je vous ai dit, ils ont opté pour la voie la plus facile en se disant qu'il ne pleut pas régulièrement à Ouagadougou. Et comme il ne pleut pas régulièrement à Ouagadougou, bon, on va faire un goudron, et c'est bien, tout le monde voit, on met des lampes autour du goudron, les gens viennent s'installer pour faire leur petit commerce, et puis c'est tranquille, ils vont dormir. Mais prenez la cité en 3, pour ceux qui connaissent bien Ouagadougou, c'est sous la Révolution que ça a été cassé. Mais les gens ont pris leurs responsabilités, ça n'a pas été facile. Il y a des populations qui habitaient là-bas. C'était le quartier qu'on découvrait quand on venait par le train, qu'on découvrait à Ouagadougou. Voilà, comment on appelle son nom Bilbambili. Ben, voilà. Mais il a été cassé sous la Révolution. Et ils ont viabilisé l'endroit. Aujourd'hui, c'est l'un des quartiers les plus nickel de Ouagadougou. Mais donc, la fermeté de l'État, des autorités aussi, est à reprocher. Mais bien entendu, les populations aussi doivent avoir un comportement assez citoyen, un comportement assez bien, responsable, pour ne pas se retrouver dans les situations. Quand on raconte souvent les personnes mortes, c'est-à-dire il pleut, la femme veut sortir pour récupérer sa table, elle veut sortir pour faire ceci, et puis elle est emportée par l'eau, ou bien il est emporté par l'eau. Donc il faut que les gens sachent que quand il commence à pleuvoir, le mieux c'est de rester chez eux à la maison. Après la pluie, on aura le temps de récupérer une table, une chaise. Il y a aussi que chez eux, l'eau les trouve chez eux. Oui, je comprends ça. Voilà. Oui, et puis ensuite, ils sont dans les zones inondables, et puis ensuite, bon, ça, on ne peut pas en vouloir, parce que les gens, c'est quoi? Ont-ils les moyens pour se construire des maisons avec du matériau assez solide? C'est la question, tout ça. Donc, finalement, c'est une question qui nous revient, parce qu'il y a 20 ans, il y a eu cette inondation à Ouagadougou, hein. Et nous voilà encore dans la situation et on n'est pas prêt de sortir. Donc, c'est une responsabilité collective qui nous revient à nous tous. Il faut que les populations acceptent de ne pas... En septembre, 2009, on a eu ce genre de truc. Donc, il faut que la mairie ne fasse plus des lotissements dans des lieux inondables, n'attribue plus des parcelles dans des lieux inondables. Il faut que les populations soient responsables. Et il faut de la fermeté et puis de la conscientisation. Maître? Oui. Si la problématique est posée, il y a les citoyens qui ne respectent pas certaines normes, qui s'installent dans des zones inondables. Il y a les autorités qui n'ont pas suffisamment de moyens pour faire des aménagements qui conviennent. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation de changements climatiques où malheureusement,
Ou heureusement, en tout cas, il pleut plus maintenant ici dans des pays sahéliens. Non, la responsabilité n'est pas collective. La responsabilité incombe aux autorités, à l'État et à la municipalité. Comme vous l'avez bien dit, gouverner, c'est prévoir. Les hommes politiques, quand ils font leur campagne, qu'est-ce qu'ils disent? Nous avons la solution à vos problèmes. Alors, qui trouve les solutions? Mais il y a des conseillers municipaux pour les quartiers de Ouagadougou. Que font les conseillers municipaux? Les problèmes dans les quartiers relèvent de la compétence des conseillers municipaux qui doivent les régir. Mais Ali a bien parlé de l'époque de la Révolution. Hein? Bon, moi, ça me surprend quand même de sa part. Oui. Voilà, qui jette des fleurs, n'est-ce pas, hein, au projet de la Révolution. Mais la plupart des lotissements ont été faits sous la Révolution. Qui a conduit les travaux. Non, et généralement même, quand on fait des lotissements, on doit prévoir l'assainissement dans le prix des parcelles. C'est ce qui ne se fait pas. Et il y a des coins ici à Ouagadougou, tout le monde sait que c'est des zones inondables. Mais les gens refusent de partir et l'État les laisse faire. Et quand il y a des problèmes maintenant, alors on cherche des boucs émissaires. Mais la première responsabilité incombe à l'État et aux collectivités territoriales. Si l'État, c'est Bossuet qui disait plus ou moins que là où il n'y a pas de maître, tout le monde est maître. Là où tout le monde est maître, personne n'est à l'abri. C'est comme ça. Et nous sommes dans une situation où il n'y a pas de maître. Tout le monde, chacun est maître chez lui. Si vous regardez même dans la circulation, même dans la vie ici, c'est comme ça. Il n'y a pas de maître. C'est un pays laisse-guidon. Il faut que les autorités s'assument et quand ils font leur projet, qu'ils le fassent, n'est-ce pas, dans le bon sens. Donc, en faisant les lotissements, il faut tout prévoir l'assainissement, tout. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne le faites pas. Et c'est à l'État de permettre l'occupation de tel endroit ou de ne pas permettre l'occupation de tel autre endroit. C'est à l'État de faire prévaloir son autorité. Si maintenant il n'y a pas d'État, mais chacun se met là où il veut. C'est vrai que l'État est, disons, le responsable, le rôle régalien, etc. Mais souvent aussi, il y a des cas, quand on va dans les quartiers, vous avez par exemple des routes où il y a des creux qui se font, ou des trous, on va dire, des nids de poules, etc. Les citoyens ne sont pas capables, par exemple, eux-mêmes d'agir. Je suis d'accord avec vous. Les caniveaux qui se bougent, par exemple, les dallos devant les domiciles, quand ça se détruit, je comprends tout ça. Est-ce que c'est difficile pour un citoyen ou des citoyens de s'organiser pour le faire aussi? Je comprends tout ça. C'est à l'État de responsabiliser les citoyens. S'il n'y a pas d'État. Écoutez, moi j'ai des visions, des choses, n'est-ce pas, des vidéos de Kigali. Si vous voyez la ville de Kigali, mais c'est très propre. Ce n'est pas la même chose avant, c'était pas la même chose avant Kagame. Moi, j'ai vu Accra avant Rawlings. Mais c'était un dépotoir, pas possible. Mais depuis Rawlings, Accra est devenue une ville propre. Et même tout le Ghana. Donc c'est une question d'autorité, de sensibilisation, de vision que les gouvernants doivent avoir. Je vous ai dit, là où il n'y a pas de maître, tout le monde est maître. Si l'État, si ceux qui gouvernent n'ont pas de vision à donner aux populations, n'ont pas de capacité de responsabilisation, mais les gens deviennent comme des poules. Voilà. Merci. Donc la propriété incombe à ceux qui gouvernent. Merci, et je vous ai pris l'exemple, si vous voyez Kigali, vous serez surpris. D'accord. Et de même, si vous remarquez, avant la révolution ici au Burkina Faso, au Ciné Burkina, là, c'était Ciné Volta, il y avait une grande benne là, où tout le monde venait déverser, n'est-ce pas, les saletés, et ça débordait, ça puait là. C'est la révolution qui est venue, qui a déblayé tout ça, et par la suite, on a institué, n'est-ce pas, les femmes qui balaient les rues de... Ça ne se faisait pas avant. D'accord. Voilà. Merci maître. Évariste Konsebo, sur tout ce qui vient d'être dit par rapport à la responsabilité des uns et des autres, mais aussi, on voit quelque part un manque soit de citoyenneté ou d'engagement des populations. Parce que quand les drames arrivent, ce sont elles qui sont victimes en premier. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui doit être fait, une sorte de sursaut quelque part? Avant de répondre à votre question, d'abord, je tiens à tempérer un peu l'enthousiasme des deux révolutionnaires. Parce que Bilbambili, en fait, il faut dire, c'est un projet qui avait été géré sous la Misana, et les gens même avaient été dédommagés. Seulement, les gens avaient pris l'argent et ils refusaient de partir. L'avantage de la révolution, c'est qu'avec les Kalash, bien sûr, les gens n'ont pas eu le choix. On n'a pas laissé le choix là. Donc, c'est peut-être là qu'il faut situer. Sinon, c'était un projet qui a été mené sous la Misana. Donc, souvent, la Kalash n'est pas aussi mauvaise. Non, la Kalash, ça aide à résoudre des problèmes. Il faut choisir, mais les défenseurs des droits de l'homme vont sortir et puis parler. Sinon, c'est avec la Kalash, même on peut arrêter les syndicats pour qu'ils ne grèvent plus. Les fonds communs, on peut régler avec la Kalash. Bon, c'est des options. Voilà, c'est vrai que
Moi, je partage un peu l'avis de Maître par rapport à la responsabilité. Je ne veux pas diluer la responsabilité de l'État parce que c'est à l'État d'insuffler. On ne peut pas me dire que dans un non-loti, on ne peut pas restructurer. On ne peut pas aller dans un non-loti réorganiser et faire des voies de passage et autres tout. Ça, on peut faire quelque chose pour améliorer les conditions de vie des gens. Maintenant, quand on parle des infrastructures, ça laisse vraiment la qualité. Hein. Il n'y a même pas. Et quand bien même il y en a, on connaît comment la qualité est. Les routes dont vous parlez, prenez même les routes qui sont bitumées il y a 5 ans. Il y a déjà les nids de poules. Donc tout ça, c'est un ensemble. Il y a la qualité aussi des ouvrages, c'est un. Mais là aussi, parfois même je suis écœuré, quand vous passez dans certains quartiers, vous voyez des jeunes assis à côté des flaques et ils prennent leur thé. Bon, ça, je pense ils ne sont pas capables, par exemple, eux-mêmes de... Ça m'a poussé à des réflexions sur l'avenir même de ce pays. Parce que si vous attendez, c'est vous qui vivez là-bas, l'État ne vit pas. Et ça ne demande pas forcément des grands moyens pour améliorer vos conditions de vie en termes de qualité. Mais ils sont là, ils enjambent même pour aller s'asseoir, prendre leur thé. Peut-être qu'il faudrait citer un exemple à la cité au 1200. Il y a un exemple où il y a un tronçon d'à peu près peut-être 1 km ou moins, où des populations se sont cotisées pour faire mettre le bitume. Je pense que c'est ce type d'exemple-là qu'il faut mettre en valeur et qu'il faut amener les populations. Parce que c'est les populations qui vivent les réalités là-bas. L'État, les gens, l'État c'est abstrait pour le moment, mais quand il y a des problèmes, c'est eux. Mais ça, c'est des réflexes. C'est des réflexes qu'il faut qu'on travaille pour amener les gens aussi. Et ça, c'est des mesures d'urgence. Parce que les gens doivent commencer à développer des réflexes de citoyenneté. Mais cela, je le comprends bien. Parce que vous savez, dans nos pays, pas seulement au Burkina, en Afrique, l'espace, public n'est pas respecté. On fait tout, c'est un dépotoir, c'est une poubelle. Donc ça, ça demande aussi une éducation aussi. Il faut éduquer les gens à respecter l'espace public. D'accord. Voilà. Merci à vous. On continue ce débat. Je rappelle que les téléspectateurs peuvent toujours appeler pour participer à cette émission dans sa deuxième phase. Vous aurez à appeler maintenant là et puis laissez vos contacts pour être appelés par la suite. On continue ce débat avec l'accord politique scellé à l'opposition politique. Donc par rapport à la présidentielle de novembre prochain, l'opposition politique, les candidats de l'opposition se sont mis d'accord autour en tout cas d'un document qui leur dit, en tout cas en substance, l'élément crucial, c'est que au second tour, il est question seulement des second tours. Au second tour, le candidat le mieux placé obtient automatiquement le soutien des autres. Alors, nous sommes donc dans une configuration. Je dirais que déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir comme valeur ou élément particulier dans cet accord Évariste Concepo? Ça n'a jamais eu lieu, on va dire comme ça, au Burkina, peut-être pas. En tout cas, pas récemment. Et qu'est-ce qu'il y a concrètement dans cet accord, à part le fait qu'ils se soutiennent au second tour? Non, c'est vrai que c'est historique, parce que c'est la première fois qu'on voit quand même, d'abord c'est l'opposition dans son ensemble qui se retrouve pour se faire un accord, en fait, d'abord de soutien, puisque justement, on suppose qu'il y aura un second tour. Et en cas de second tour, tous les signataires maintenant vont soutenir le candidat le mieux placé. C'est un. Il y a aussi, surtout en fond, un accord aussi de gouvernance, de gouvernement en cas de victoire. Mais bon, c'est mieux que rien, parce que l'idéal aurait été que, déjà à ce niveau-là, tout le monde soit d'accord pour se mettre derrière le candidat le mieux placé. Ça aurait été encore mieux, moi, à mon avis, ce qui permettait déjà de fédérer les forces dès le premier mouvement. Et ça pouvait garantir beaucoup plus même la probabilité, la possibilité même d'un second tour. Que ça, même à défaut, qu'est-ce que vous avez beaucoup de candidats. Justement, la question se pose, on s'est dit, mais des candidats qui ne sont pas capables donc, de s'entendre au premier tour pour choisir un de leurs et qui sont capables de s'entendre au second tour pour choisir le mieux placé. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à un non-sens ou... Non, ce n'est pas un non-sens, c'est mieux que rien quand même. C'est déjà quelque chose, mais ça veut dire que les candidats, même, je ne suis pas sûr, beaucoup mettent en avant l'intérêt personnel, ce n'est pas l'intérêt général, parce que autant il y en a combien de candidats? Si vous regardez le nombre de candidats, on n'a pas besoin d'autant de programmes
pour développer le petit pays qu'est le Burkina. Donc, il y a des grands pays comme les États-Unis, n'a pas autant de multitude de candidats. Pour terminer, l'assurance que qu'il y ait second tour, parce qu'il faut second tour avant que cet accord ne rentre en vigueur. Est-ce qu'il y aura un second tour? Quelle est la garantie? La dernière fois, on a débattu ici avec des éléments sociologiques. J'ai même dit que mathématiquement, statistiquement et sociologiquement, il est invraisemblable qu'on n'ait pas un second tour. D'accord. Voilà. Ali, mauvais calcul de l'opposition ou le calcul fallait? Non, ce n'est pas un mauvais calcul de l'opposition, mais il faut regarder les 30 et 31 octobre, c'est toute l'opposition coalisée qui a pu faire partie Blaise Compaoré. C'est pas, voilà, le MPP, après sa création, a rejoint l'opposition et ensemble, ils ont organisé les manifestations qui ont abouti au départ du président Blaise Compaoré. Mais là, on n'est pas dans deux cas de figure différents. Là, l'autre côté, c'est la rue, mais ici, ce sont les urnes. C'est très différent. Je vois bien que dans la forme, c'est pas la même chose, mais c'est pour vous dire tout simplement que c'est là où les gens sont unis qu'il y a la possibilité de faire bouger les choses. Donc, ce que l'opposition burkinabé a signé, comme l'a si bien dit Faustin Consembo, c'est une première. Ils sont dans une optique où il y a un second tour. Et on a expliqué la dernière fois, on ne revient plus. On ne voit pas comment il pourrait un candidat, qu'il soit de l'opposition ou bien de la majorité. En l'occurrence, la majorité, on connaît, c'est un seul candidat. On ne voit pas comment un candidat pourrait gagner au premier tour au Burkina Faso aujourd'hui. Quand on regarde comment les voix sont éparpillées, comment les partis sont structurés, les hommes qui les animent, le CDP qui revient petit à petit de son coma, l'UPC qui est très bien installé, avec Agir Ensemble qui soutient Kadri Désiré Ouedraogo, qui lui est un candidat qui a une forte personnalité, un grand monsieur. Donc quand on regarde face à Roch Marc Christian Kaboré, même s'il est au pouvoir avec un certain nombre d'appuis, un certain nombre d'avantages sur les autres. Quand on regarde, on ne peut pas... Ali, ici, est-ce que ça suffit pour convaincre qu'il y aura un second tour? D'autant plus qu'en face aussi, on parle du coup KO. Oui, on ne dit pas... En fait, nous faisons de l'analyse ici. D'accord. Nous faisons des analyses. On dit tout simplement que quand on regarde la façon dont les choses sont, on ne voit pas comment un candidat, fût-il de l'opposition ou de la majorité, peut gagner au premier tour. Maintenant, la majorité veut le coup au premier tour parce qu'un deuxième tour, c'est fini. Il ne pourra pas avoir le pouvoir. Donc, le coup KO l'arrange plus à gagner au premier tour. C'est pour ça qu'ils misent sur cette option aussi. On est en politique, eux aussi, ils affinent leurs armes, ils donnent aussi leurs opinions, leurs stratégies. Pour eux, il n'est pas question d'aller au deuxième tour. Et à mon avis, ils ont raison, parce que quand ils regardent un deuxième tour, leur sera fatal. Or, quand on regarde aussi, un premier tour, ça va être très difficile pour eux et on risque de se retrouver dans le cas malien. Et ça va être assez difficile. Donc, on attend de voir tout de même ce que les urnes vont... Analyse d'une situation, l'opposition qui est mise sur un second tour. À l'opposition, on n'entend pas du tout parler d'un premier tour. On estime que tous les voyants sont au rouge concernant donc, la majorité, pour le parti au pouvoir, pour le président au premier tour, et que c'est forcément le second tour, d'où cet accord qui leur permet donc de remporter au la mer le second tour. Est-ce que ce n'est pas un peu rêvé ou est-ce que c'est une stratégie de disperser pour provoquer le second tour? Oui, mais le rêve fait partie de la vie. Donc, mais je pense qu'il ne faut pas exclure non plus la possibilité d'un premier tour. Il ne faut pas exclure. Donc, en faveur de qui, donc? En faveur du parti au pouvoir. Oui. Maintenant, quant à dire qu'il faut choisir un candidat de l'opposition, un seul candidat de l'opposition, je dirais que ce n'est pas possible. Parce qu'à l'heure actuelle, si vous prenez Zéphirine Diabaté, Kadri Désiré Ouedraogo, Edi Komboego, chacun pense qu'il peut être... Julien Noël Ouedraogo. Bon, non, je ne mets pas Julien Noël parce que je pense que son parti n'est pas à même d'être le premier candidat de l'opposition. Mais parmi les trois, chacun pense qu'il peut être le premier. Donc, qui va céder pour qu'on soutienne un seul candidat de l'opposition? C'est ça le problème. Et maintenant, par rapport à leur accord, je dirais que, vous savez, en politique, c'est une question d'opportunisme et d'opportunité. Je dirais que c'est un accord entre arrière-pensées. En politique, c'est comme ça. Ce n'est pas sûr que cet accord tienne. Tout dépendra du score du parti au pouvoir au premier tour. S'il ne gagne pas au premier tour, tout dépendra de son score. Si le parti au pouvoir vient au premier tour avec 40% des voix,
je peux vous dire que cette opposition sera disloquée. On va parler tout à l'heure de cet aspect de la question. Cet aspect d'abord, c'est l'assurance même que d'un second tour. Est-ce qu'on aura un second tour? Est-ce que l'opposition ne fait pas une fausse stratégie? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il ne faut pas exclure la possibilité d'une victoire dès le premier tour du MPP. Comme aussi la possibilité qu'il y ait un deuxième tour. Et donc, la stratégie de l'opposition vise, n'est-ce pas, le cas où il y aurait un deuxième tour. Et voilà, et même ce deuxième tour, je vous ai dit, tout dépendra du score que fera le parti au pouvoir au premier tour. Parce qu'un accord politique ne vaut que tant que les opportunités et les opportunismes sont au même niveau par rapport à l'appréciation de la situation. Parfait, Silga. Premier tour, deuxième tour, en tout cas, plus ou moins, on pense à un second tour, mais en même temps, la question du respect de cet accord. Est-ce qu'il y a des garanties que cet accord sera respecté si, par exemple, au second tour, il se faisait entre le président sortant, actuel président du Faso, et en tout cas un des partenaires de cet accord? Est-ce qu'on ne verrait pas des retournements des vestes? La dernière fois, quand on a évoqué le sujet, j'ai dit, comme Maître l'a dit, il ne faut pas exclure qu'un seul candidat gagne au premier tour. C'est-à-dire quand on fait des analyses sur un scrutin, je pense qu'il faut avoir en ligne de mire tous les scénarios. Donc, c'est-à-dire tous les scénarios possibles. Au regard de la situation, il peut y avoir un coup KO, comme il peut y avoir un second tour. Oui, mais parfait, Silga. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des scénarios plus plausibles que d'autres dans cette configuration aujourd'hui-là, quand on regarde avec les arguments? Je n'ai pas d'éléments pour dire qu'un scénario est plus plausible qu'un autre. Donc, je m'en tiens aux scénarios qui sont classiques, qui sont connus, c'est-à-dire qu'un candidat gagne au premier tour ou bien il y a un second tour. Sur la base de ça, j'ai dit que s'il y a un second tour, il ne faut pas exclure qu'il y ait des retournements des vestes. Parce que quand je regarde l'accord, je ne vois pas quelle est la sanction qu'on peut donner à un des signataires qui ne respecte pas l'accord. C'est-à-dire aujourd'hui qu'il y a un second tour et Kadri Désiré Ouédraogo décide de soutenir Roch Marc Christian Kaboré. Qu'est-ce que les autres peuvent lui dire? Mais est-ce que d'abord c'était un accord basé sur la bonne foi, la volonté des gens, le côté moral? Oui, Maître l'a dit, en politique, tout est une question d'opportunité. Donc, on ne peut pas être sûr aujourd'hui que l'accord de l'opposition même va être respecté par leur propre signataire. Ça, c'est ça. Si, par exemple, un des opposants voit qu'il a la possibilité d'avoir une part importante du gâteau s'il s'allie au parti au pouvoir, mais il le ferait, mais sans crier gare et sans tergiverser. Mais déjà, l'accord a prévu une gouvernance d'ensemble avec des propositions de gestion et de partage des gâteaux. Mais si l'offre du parti au pouvoir est plus alléchante, vous pensez qu'il va compromettre son avenir politique et puis s'allier aux autres avec qui il est déjà en accord? Non, c'est une question d'opportunité. Il faut juste regarder les choses en face. Évariste Konsebo, est-ce qu'on peut miser sur la bonne foi? Voilà, est-ce qu'on peut penser qu'à l'opposition, cette fois-ci, les gens seront à la hauteur du point de vue éthique, moral? On ne verra pas la politique comme le dit Maître, c'est l'opportunisme. Oui, c'est vrai, il a raison. Bon, mais il faut retenir quand même que c'est vrai que juridiquement, on peut discuter sur la valeur de cet accord. Ça, je ne veux pas dire. Mais voilà, mais c'est moral, comme on le dit. Mais ça aussi, c'est l'avantage aussi de pacifier la campagne. Ça veut dire que c'est en quelque chose un gentleman agreement déjà. Ça va peut-être influencer les comportements dans le bon sens pour les signataires. On va éviter des campagnes avec des injures et autres. Tout. Ça, c'est déjà quelque chose de bon. Maintenant, c'est vrai que c'est des offres, hein, c'est sûr. Maintenant, si on va dans une hypothèse, comme il l'a dit, même quand on fait une étude, hein, il y a deux cadres. On peut émettre tous les scénarios qu'on veut, mais il y a le scénario qui est le plus... On choisit quand même un scénario qui peut avoir le maximum réunir le maximum de garanties, de préfigurer un peu ce que l'avenir, ce qu'on veut dire. C'est dans notre cas-là que nous disons que, justement, on tient compte des deux hypothèses. Bon, maintenant, quand on analyse tout, le scénario qui semble le plus émerger, c'est celui d'un second tour. Peut-être qu'il faut même préciser. Maintenant, non, ça c'est vrai.
Ouais, mais oui, mais c'est ça, mais c'est comme ça. Ben voilà. Maintenant, c'est vrai que si on va maintenant dans l'hypothèse d'un second tour, toutes les options maintenant peuvent être remises en cause. Alors, Évariste, il faut peut-être préciser que le rapport n'est pas uniquement pour le scrutin présidentiel, mais aussi les législatives. Donc, il y a des listes communes, des regroupements qui vont se faire au niveau des provinces entre les partis d'opposition. Monsieur Saoudou, il faut qu'on s'entende d'abord sur une chose. Il n'y a pas de bonne foi et de morale en politique. Ça, c'est clair. Et depuis l'Antiquité, Aristote a essayé de lutter contre ça dans son ouvrage Éthique à Nicomaque. Voilà. Donc ça veut dire que depuis l'Antiquité, ce problème était connu. En politique, c'est une question d'opportunisme, d'opportunité, de positionnement. Et de tout. Aujourd'hui, il est avec toi, la nuit, il change d'avis. C'est comme ça la politique. Oui, quand on regarde sur la base, bien sûr, de la stratégie, de l'opportunité ou l'opportunisme même, est-ce que, quand on regarde en fait les forces de l'opposition aujourd'hui qui sont en accord, est-ce que cela ne peut pas emporter peut-être que les gens changent de direction? Peut-être, c'est-à-dire, peut-être si l'accord disait qu'ils allaient choisir un candidat unique pour la présidentielle, là, ça aurait pu marcher. Mais à partir du moment où ce n'est pas un candidat unique pour la présidentielle, comme je vous ai dit, tout dépendra du score que fera le parti au pouvoir au premier tour. Si au premier tour, le parti au pouvoir fait 20%, là, vous êtes sûr que l'accord sera respecté. Parce que tout le monde saura que l'opposition aura beaucoup plus de chances de l'emporter. Mais si le parti au pouvoir fait 40%, 45%, il y a des gens qui vont quitter l'opposition pour rejoindre le parti au pouvoir parce qu'ils savent qu'il est tout près de la victoire. Et c'est ça la politique. D'accord, mais maître, si on passe sur cette base statistique, regardez, je vous rappelle une chose. Peut-être faire un petit schéma ici. Si le parti au pouvoir vient avec 45%, comme vous l'avez dit, le suivant, qui est donc l'opposition, vient avec 25%, l'autre suivant vient avec 15%, ça fait également 40%. Et si les autres qui s'alignent, est-ce que là aussi ça ne peut pas peser? Si c'est statistique. Vous savez, M. Saoudou, tout dépendra de ce que chacun espère gagner avec l'autre. Ne croyez pas qu'au sein de l'opposition, c'est le parfait amour qu'ils se filent là-bas. Il y en a qui sont dans l'opposition, mais qui pourraient être mieux placés dans le régime actuel si on leur faisait appel. Si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, quand Bédié était au pouvoir, Ouattara et Barbeau s'alliaient pour chasser Bédié. Et quand, par exemple, Barbeau était au pouvoir, c'était maintenant Bédié et Ouattara qui s'alliaient. C'était toujours une question de conjonction, de conjoncture, d'opportunisme, d'opportunité et de promesses à réaliser. C'est ça la politique. Ce que Maître de Tambela dit, il parle de la nature même de l'homme. Ça dit le côté trahison de ce qu'on dit. Ça, c'est. Ça sous forme de trahison. Il parle de l'éthique en politique en citant Aristote depuis l'Antiquité. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis ça fait partie de la nature de l'homme. Son côté un peu cupide que Maître de Tambela est en train de nous faire comprendre pour dire il y a la cupidité de l'être humain. Est-ce que c'est forcément la cupidité? Est-ce que c'est pas l'être rationnel? Non. Est-ce que c'est pas l'être rationnel? Je viens. Il y a un côté cupide de l'homme également. Parce que vous avez signé un accord qui vous dit nous allons soutenir celui d'entre nous qui serait le mieux placé contre le candidat de la majorité au cas où celui-ci gagne. Parce que nous sommes en train d'épiloguer, de parler. On fait comme si le candidat de la majorité viendrait forcément au premier tour. C'est l'hypothèse. Donc on travaille sur la base d'hypothèse. On se dit, comme il est au pouvoir, il a tout avec lui, il a l'argent, il a les renseignements avec lui, il a ceci, il a cela, il continue. Donc c'est probable, il y a beaucoup plus de probabilité, plus de chances pour lui d'arriver premier au premier tour. Donc au second tour, nous. Maintenant, les êtres humains sont les êtres humains. Voilà. Donc quelqu'un peut arriver, on lui dit, bon, je te propose un poste de Premier ministre, il bondit. Je crois que c'est ce que M. Tambela est en train de dire, mais quand on regarde les 3 candidats qu'il a cités, je pense quand même que si Zéphirin Diabré voulait être Premier ministre, il serait devenu Premier ministre en 2015. Ce n'est pas les propositions qui sont pas les propositions qui ont manqué. Si Edi Kombouigo voulait rentrer au gouvernement, il serait rentré au gouvernement. Tout le monde connaît comment le CDP émaille le territoire national. Si, comment on appelle, le cadre Désiré Ouedraogo voulait aller aux affaires, il serait parti. Ce n'est pas le MPP qui lui fait. Il a été Premier ministre. Il a été Premier ministre. C'est quand même, quelqu'un qui a. Mais ce que je vous pose comme question, je termine. La différence, c'est qu'on a fait 5 ans. Après avoir fait 5 ans dans l'opposition, est-ce que vous pensez que vous allez avoir la même vision des choses que si maintenant on vous propose le poste de Premier ministre? Laissez-moi terminer. Quand on raisonne comme ça, c'est aussi... Bon,
un peu manqué, bon, c'est un peu enlever l'idéal qu'il y a aussi dans la politique. Oui. C'est un peu sous-estimer les personnalités qui sont là. Je crois que Zéphirin Diabré, par exemple, pour lui, il est dans l'opposition il y a longtemps. Tout à fait. Voilà, donc je ne crois pas. Voilà, donc c'est pour vous dire tout simplement, cette hypothèse-là peut tenir, même si... Alors, donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, est-ce qu'il n'y a pas au-delà de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi, j'allais dire, la sanction politique des citoyens, parce qu'on fait la politique aussi pour le peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui signe un accord dans une salle à Ouaga 2000, devant un parterre, le monde entier voit que vous avez signé un accord, moralement vous êtes engagé, et puis demain vous faites la pichenette. J'allais chuter sur ça. Très rapidement. J'allais chuter sur ça pour vous dire, nous sommes en train de faire des analyses. Mais les présidents des partis politiques ne sont pas propriétaires des électeurs. Voilà. On est en train de dire, il se pourrait même qu'au sein du MPP, le parti au pouvoir, il se pourrait même qu'il y ait des militants là-bas qui aimeraient voir peut-être Cadre Désiré Ouedraogo, Idi Kombouigo, ou bien Zéphirin président. On ne sait jamais, puisqu'on parle de la cupidité des hommes. À partir du moment où on parle de la cupidité, c'est que la cupidité... Ça voudrait dire que si peut-être un des trois ténors de l'opposition est bien placé, déjà l'opposition ou à la majorité pourra aussi basculer. Voilà, moi je suis plus porte de lui là, donc si je vais là-bas... Parfait, Siga, un mot, Maître un mot et Évariste termine. Donc les cartes sont sur la table. Est-ce qu'il n'y a pas de sanctions à craindre? Est-ce qu'on fait un accord aujourd'hui, devant le peuple, comme on dit, devant Dieu et les hommes, nous allons mettre ensemble, et puis au lendemain, est-ce que ça ne va pas coûter cher à ceux qui oseraient aller dans ce sens-là? Quand vous dites coûter cher, vous voulez dire coûter cher politiquement, le coût politique. Le coût politique, c'est-à-dire en termes de crédibilité. Oui. Qu'on va perdre, bien sûr. Donc si c'est l'opinion politique que nous connaissons par rapport aux hommes politiques, là, je pense que ce n'est pas ça qui craint. Et moi, j'ai envie de dire que cet accord-là, ceux qui y croient, c'est vraiment ceux qui... Ça regarde vraiment ceux qui y croient. Parce que vraiment en politique, moi je reviens sur l'hypothèse, c'est-à-dire que tout va se jouer à la fin. C'est-à-dire au moment où on va vouloir mettre l'accord là en œuvre là, c'est à ce moment que vous allez savoir qui est plus proche du but et qui ne l'est pas. À ce moment, vous saurez exactement comment les gens vont se comporter. Maître, vraiment 30 secondes. Il faut savoir qu'ici, les électeurs suivent les moyens, pas les hommes. Donc, tout dépend des moyens que vous mettez en œuvre. Ensuite, il faut dire que, par exemple, le parti au pouvoir, s'il a 45% dès le premier tour, il n'aura pas besoin d'un Idi Kombouigo, d'un Zéphirin Diabré ou bien d'un Cadre Désiré Ouedraogo. Par exemple, un Gilbert Ouedraogo, les voix d'un parti comme Gilbert Ouedraogo, Tahirou Barou, lui suffiraient pour avoir la majorité. C'est tout comme ils ont fait pour avoir la majorité à l'heure actuelle. À l'Assemblée nationale, c'était un peu corsé. Avec vous. Le second tour est une autre élection. Le second tour est une autre élection, ce n'est pas une formalité. Oui, mais je sais. Mais avec les petits partis, ils peuvent avoir la majorité. Et puis, Évariste termine sur ce sujet très rapidement. Question sanction. Est-ce que la sanction... Deux députés, soit de vice-président de l'Assemblée nationale. Merci, Ali. La sanction politique vis-à-vis du peuple, quand on s'avance vis-à-vis du peuple, on dit on prend un engagement. Le coût politique de ne pas respecter cet engagement. Epsilon ou zéro, parce que quand on regarde la configuration, notamment les motivations des électeurs et autres tout, la mobilité et tout, c'est compliqué. En fait, c'est symbolique. Moi, ce que je retiens de cet accord, c'est que c'est le symbole. D'accord. Merci. On continue sur un autre débat, le code électoral. On en avait parlé brièvement par le passé. Il s'agit aujourd'hui de poser... Le code a été adopté, il faut le dire, par l'Assemblée nationale, mais il y avait deux débats. Le premier débat concernait le respect des textes communautaires de la CEDEAO qui interdisait toute modification des règles électorales, en tout cas 6 mois avant la prochaine élection. Donc ici, on est vraiment à 3 mois et le débat s'est posé notamment par l'ONA qui a posé ce débat. Finalement, le texte a été adopté. Certains estiment qu'ils allaient attaquer. On n'a pas encore vu d'action concrète. Alors il y a aussi le fait de l'article 155 qui pose le problème de cette élection qu'on fera dans une des parties du territoire et non pas dans d'autres parties du territoire. Donc, sur la base, invoquant donc le cas des forces majeures et les circonstances exceptionnelles. Maître, très rapidement, sur ce débat. Oui, bon, d'abord par rapport aux lois de la CEDEAO, etc. Bon, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais je ne vois pas l'opportunité ou bien comment je vais dire là, le problème qui va se poser. Déjà en 2015, n'est-ce pas, je crois qu'à la CEDEAO,
n'avait pas approuvé la modification du code électoral, si j'ai bonne mémoire, qui avait abouti, n'est-ce pas, à l'exclusion de certains partis à l'élection présidentielle et législative. Mais on y est allé quand même, parce qu'il n'y a pas de sanction en tant que telle. Voilà, il n'y a pas de sanction. Donc, ça peut se faire. Mais dans le principe, est-ce que, pas parce qu'il n'y a pas de sanctions, mais est-ce que dans le principe, le débat qui est posé est pertinent et objectif? Ah oui, le débat est pertinent. On est plus à 6 mois. Le débat est pertinent en situation normale. Il faut dire que nous sommes dans une situation de crise. Voilà. Et donc, la situation de crise modifie tout. Même le droit lui-même se modifie en fonction des situations. C'est ainsi que, par exemple, en droit administratif, on parle de fait du prince, de circonstances exceptionnelles, etc., etc. Donc, les circonstances exceptionnelles peuvent aboutir, n'est-ce pas, à modifier l'état du droit. Voilà. Donc, c'est peut-être dans cette perspective-là. Sinon, par rapport à la modification du code électoral, il faut dire que dans le domaine juridique, il y a 2 lois qui changent permanemment. C'est la loi électorale et la loi des finances. Ces 2 lois-là changent permanemment. Et généralement même, les hommes politiques qui sont au pouvoir s'arrangent toujours pour modifier la loi électorale de sorte à rester au pouvoir. Et ce phénomène est connu en droit constitutionnel qu'on appelle le gerrymandering. C'était un gouverneur du Massachusetts qui s'appelait Gerry, qui était passé maître dans l'art de modifier chaque fois les circonscriptions électorales pour se faire élire. Voilà. Mais ici, la question porte moins sur les modificatifs que sur le principe du consensus. Parce que ce que l'on pose ici, c'est de dire que le consensus n'est pas obtenu pour modifier la loi. Il n'y a pas de consensus. C'est la majorité qui adopte. Et sous Maurice Yamogo, par exemple, il y a une circonscription de Tinkotogo qui était reliée à une circonscription de Banfora. Donc, la majorité gouverne et l'opposition s'oppose. Il n'y a pas de consensus en démocratie. Voilà. On a vu le consensus qui sous ATT au Mali, là. Mais la règle de la CEDEAO dit qu'on ne peut modifier que lorsqu'il y a un consensus de la classe politique. Est-ce qu'il y a eu ce consensus? Parce que l'ONA dit, l'ONA ne fait pas partie, en tant que parti politique qui prennent part à la compétition électorale, ne sont pas partie prenante de cette discussion. Ils ont combien de députés à l'Assemblée nationale? Mais est-ce que c'est... Et puis, le problème est que je vous ai dit qu'il y a des circonstances exceptionnelles. Et les circonstances exceptionnelles modifient toujours l'état de droit. Voilà. Sans oublier que l'ONA, pour le moment, est un regroupement de partis insignifiants. Ils ont combien de conseillers communaux? Ils ont combien de députés à l'Assemblée nationale? Nous qui sommes ici, là, nous pouvons constituer un parti aussi. Juste pour dire que la loi communautaire n'a pas dit qu'il faut avoir tel poids politique pour participer au consensus. La loi communautaire dit qu'il faut un consensus de la classe politique. Et donc, les partis qui sont l'ONA sont de la classe politique. C'est sous-entendu, M. Lukman, parce que sinon, chaque famille peut se constituer en parti et puis dire que moi, je n'ai pas donné mon consensus, donc c'est pas normal. La meilleure façon de trancher sur cette question, en fait, de consensus et d'unanimité, je pense que c'est de saisir le Conseil constitutionnel. D'accord. Donc, on y va pour la loi 150, la disposition 155 de Mais en revanche, c'est vrai que cette disposition que vous visez, qui définit donc le territoire national comme étant donc la circonscription électorale, est surtout biaisée de ce fait, parce qu'on va nous amener à faire en fait des scrutins à suffrage limité. Parce que là maintenant, si on dit qu'on peut faire des élections dans les parties du territoire où c'est possible et laisser là où c'est pas possible et comptabiliser là où ça a été fait pour valider, ça veut dire que du fait, on exclut donc une partie du territoire, c'est 1, et de 2, ça fait que le scrutin devient maintenant à suffrage limité, puisque on sait très bien que l'article 37 dit que, même l'article 87, qui définit le mode d'élection du président du FASO et donc des députés, dit que ça se fait au suffrage universel, direct, égal et secret. Bon, dans ces conditions-là, si on tient des élections sur une partie donc du territoire, ce suffrage n'est plus... Est-ce que ça veut dire qu'il y a des conséquences territoriales, conséquences juridiques, constitutionnelles? À partir de ce que je dis, on tire les conséquences. D'abord, on exclut les gens, on viole donc le droit au vote des citoyens. Donc, on ne reconnaît plus encore une partie du territoire, puisque vous ne pouvez plus organiser, vous n'administrez plus. On reconnaît de facto qu'une partie du territoire nous échappe. Oui, mais est-ce que si un président est élu sur cette base ou un député, est-ce qu'il peut se poser un problème de légitimité et de légalité, forcément. Légitimité ou contentieux? Bon, moi, enfin, je n'ai fait qu'énumérer les conséquences. Maître. Non, M. Sandro, il y a des conséquences. Les conséquences sont politiques, nous sommes en politique. D'accord. Voilà. On a vu la même chose au Mali. Les troubles actuels au Mali là, ont commencé avec ça. C'est-à-dire, c'est une question de rapport de force. De cette façon, si on va aux élections, maintenant, les partis, si maintenant il y a des contestations,
et que le peuple en a ras le bal, etc., mais le parti au pouvoir peut le payer. Les conséquences sont politiques, mais si le parti au pouvoir sait qu'il peut maîtriser la situation, mais tout va aller comme sur les rails. Parfait, Sylvain. Non, quand j'écoute Évariste, j'allais dire ça me fait sourire un peu parce qu'en réalité, quand vous parlez de consensus ici, vous prenez en compte des points de vue de l'ONA ou d'autres partis. Vous pouvez ajouter d'autres partis qui ne font pas partie. Qui sont ni de l'ONA, ni de l'opposition, ni de la majorité. Donc, quand on va rentrer dans cette logique, vous êtes sûr que vous ne pourrez jamais arriver à quelque chose dans ce pays. Mais au moins, il y a quelque chose qui est clair, qui a été fait. L'opposition regroupée au sein de CEPOP et la majorité se sont entendus sur un texte. Pour moi, c'est l'essentiel. Et n'oubliez pas que ce sont des hommes politiques. Ils savent bien ce qu'ils font. Quand vous parlez de la question de légitimité et de légalité, mais ces hommes politiques, ils savent mieux que vous ce que ça veut dire. Ils connaissent toutes les implications de l'article 155 du Code électoral. Donc, s'ils ont décidé d'y aller, allons-y ensemble. Moi, je dirais en plus, tout ce que l'on évoque ici, là, je pense que pour faire avancer aussi la démocratie, c'est aussi par la justice. Celui qui n'est pas d'accord, le parti qui n'est pas d'accord, mais il attaque le texte devant le Conseil et puis on va pouvoir avancer. D'accord. Mais c'est ça aussi, c'est de cette manière aussi qu'on fait avancer la démocratie. Merci. Donc, Parfait, toutes ces Sylvain. questions de légitimité, de légalité, mais peuvent être résolues par le Conseil constitutionnel et puis on va avancer. D'accord. Mais pour le moment, pour moi, c'est difficile de dire qu'on n'a pas eu de consensus. Parce que pour moi, Alors, l'ONA, ce ne sont pas des partis représentatifs. Alors là, vous faites un peu de la négation de l'ONA ou des partis qui existent. Est-ce que, par Mais exemple, ce n'est pas seulement est-ce l'ONA, que il y a d'autres le partis. consensus, le ministre de l'administration territoriale, ministre d'État, a dit que le consensus, ce n'est pas l'unanimité. Oui. Mais en même temps, est-ce qu'il est prévu des dispositions dans notre code électoral ou ailleurs qui dit le consensus, voici ceux qui font le consensus. Parce que la loi communautaire dit que c'est un consensus de la classe politique. Est-ce que des partis légalement existants qui mènent les activités, qui seront candidats d'ailleurs à la présidentielle, ne sont pas de cette classe politique? Je pense que la première chose qu'il faut d'abord attaquer, c'est le format du dialogue politique. C'est-à-dire, aujourd'hui, le format est connu. C'est le CIFOP et c'est la majorité. Donc, c'est ce format qui permet de définir le consensus. Donc, quand ce format se réunit, ils arrivent à un certain nombre de points, on dit, ça c'est le consensus au niveau national pour les questions politiques. D'accord. La classe politique, l'étendue de la classe politique. Maintenant, tout est une question de rapport de force. Je vous dis une chose, si l'ONA avait imposé un rapport de force suffisant, significatif, on serait revenu sur cette loi. D'accord. Donc c'est tout à fait simple à faire. Mais pour le moment, ils n'ont pas de rapport de force capable de faire revenir sur cette décision. Donc passons. D'accord. Ali? Bon, ils sont en train de parler de rapport de force. Je crois qu'effectivement, en politique, il y a le rapport de force, mais il ne faut pas trop tirer aussi sur la corde, parce que le cas malien est là. Ils ont trop tiré sur la corde. Il semble que IPK est dans un avion en train d'aller aux Émirats Arabes Unis pour se reposer. Et qu'il y a des militaires... On parlait du Mali tout à l'heure. Des militaires qui sont aux affaires. Donc le rapport de force en politique, c'est vrai, c'est une réalité, mais il faut faire très attention avec le rapport de force, parce que le rapport de force change d'un moment à l'autre. Alors, est-ce qu'il ne faudrait même pas penser que est-ce que le rapport de force n'est pas induit par la règle? Voilà. Est-ce qu'on fait un rapport en dehors des règles? Ça deviendrait de la dictature. Peut-être, oui. C'est un peu de jungle, quand même. Voilà, ça devient donc, ce qui se passe aujourd'hui, il y a une situation difficile. Notre pays est en crise. Il y a une partie du territoire national que nous ne contrôlons pas. Donc, il est difficile d'organiser des élections dans ces endroits-là. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'autre partie du territoire? Est-ce que le président qui sera élu est le président du Burkina Faso ou bien le président d'une partie du Burkina Faso? Les députés, lorsqu'ils sont élus dans une circonscription, c'est vrai, je suis élu à Dédougou, mais quand une fois élu, je suis député national. Je ne suis plus député de Dédougou. Je suis un député national. Est-ce que j'ai la légitimité nécessaire pour prendre des lois qui vont être administrées dans une partie, sur tout l'ensemble du territoire national? Voilà le problème. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudra qu'on trouve les moyens pour que les élections se tiennent sur l'ensemble du territoire. Ça va donner plus de crédibilité et de sérénité au pays. Si on ne le fait pas, on va se retrouver dans une situation avec des demi-députés, avec un demi-président.
qui n'aura ni la légalité, ni la légitimité pour gouverner. Et si, par malheur, avec les attaques terroristes et tout ça, il y a une crise sociale à l'intérieur du pays, bonjour les dégâts, un coup d'État, c'est le moindre mal, parce que le président s'en va et puis c'est fini. Mais s'il y a des affrontements civils entre les populations, ça va être très compliqué. Mais la légalité, Ali, quand il y a une élection, quelle que soit ce qu'elle est, on a vu en Côte d'Ivoire, en 2000, on a qualifié l'élection de calamiteuse, mais elle était légale pour autant. Oui, elle était légale, mais le pays n'a jamais connu la tranquillité voulue. Le Mali n'a pas connu la tranquillité voulue. Ici, le code électoral, article 155, on ne fait pas les élections là où il y a problème, cas exceptionnel. Oui. On ne reconnaît pas les votes là où, en évoquant des situations exceptionnelles, etc. Mais est-ce que pour autant, il n'y a pas de légalité dans ces élections? Maître de Tambela a dit tout de suite ici qu'en politique, les gens vont toujours exploiter les situations. Donc, on va voter, ils ne diront rien. Et puis ensuite, s'ils voient qu'ils peuvent exploiter cette affaire pour en faire une affaire, ils vont exploiter l'affaire pour en faire une affaire et personne ne dira mot. Merci, maître. Donc, une seconde. Oui, c'est pour dire que dans nos pays-là, il ne faut pas donner trop d'importance au Conseil constitutionnel. Parce qu'ils sont généralement inféodés aux partis au pouvoir. Deuxièmement, me coupe à chaque fois que je vais terminer, il me coupe la parole. Merci, maître de Tambela. Avec un coup constitutionnel où il y a Yarga Larba, militant MPP, Bebrigza, militants MPP qui sont à la Cour constitutionnelle. Vous attendez quoi de cette Cour constitutionnelle? Bebriga n'est pas. Est-ce qu'il est à la Cour constitutionnelle? Yarga Larba, oui, mais vous attendez quoi de cette Cour? Un gars qui était militant, qui débarque pour aller à cette Cour, vous attendez quoi? Mais il n'est pas le seul, on a 9 sages qui proviennent un peu partout. Arrêtez. Ça, c'était le premier point que je voulais dire. Oui. Deuxièmement, termine le travail. Deuxièmement, vous avez dit, n'est-ce pas, que le consensus doit se faire dans les règles, etc. Il faut savoir que quand on est au pouvoir, on a la possibilité de modifier les règles. Voilà. La preuve est que nous discutons du code électoral qui a été modifié. D'accord, ok. Merci à vous. Merci. Nos téléspectateurs, certainement, reviendront sur ces sujets qui nous permettent d'en approfondir des aspects. On va parler international. 2 sujets. Côte d'Ivoire, pour commencer. C'est un sujet déjà connu. Le 3e mandat, il est plié, comme on dit, où il n'est pas encore, mais en tout cas, il est acté. La candidature du président Ouattara, qui a été reçu d'ailleurs par le président Macron, en tout cas une visite, une audience qui a été très terne, selon ce qu'on dit, pas de tapis rouge, pas de communiqué, etc. Bon, c'était déjà, les opposants à M. Ouattara estiment que c'est une fin de non-recevoir. Du côté de la Côte d'Ivoire, on voit des ministres du gouvernement, estampillés ministres catholiques, qui vont donc à la cathédrale pour répondre au cardinal Koutoua qui avait demandé au président, qui avait dit que le 3e mandat n'était pas nécessaire. Ali Compaoré. Bon, je vais rebondir sur la première partie. Bon, le cardinal Koutoua a fait une adresse pour s'attaquer, enfin pas s'attaquer, donner le point de vue de l'Église catholique de Côte d'Ivoire sur... il est quand même le patron de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, le cardinal Koutoua. Donc s'il parle, c'est quand même une autorité qui parle. Bon, ceci étant, comme tu ne veux pas que je dise que c'est la position de l'Église catholique, j'accepte et je prends le Monseigneur Koutoua. Le propos du cardinal, la position du cardinal. Le cardinal Koutoua a fait une lettre pour donner son point de vue sur le 3e mandat que veut briguer M. Alassane Dramane Ouattara. Apparemment, ça n'a pas plu, ou bien du moins, ça n'a pas plu au RHDP, et M. Aïtoumani a cru bon de répondre au cardinal Koutoua. Moi, ce n'est pas le fait de répondre au cardinal Koutoua qui a un problème. Le cardinal Koutoua a émis une opinion, on peut lui répondre. Maintenant, c'est le lieu qu'on utilise pour répondre au cardinal Koutoua. Ça fait un peu ridicule. Quand on va au parvis de la cathédrale Saint-Paul au plateau, on met des choses et puis on répond. Bon, ce n'est pas très élégant, ce n'est pas très intéressant. Ça met encore de l'huile sur le feu. Et je pense que c'est ce côté qui n'est pas très, très, très bien. Mais si on sait pourquoi Alassane Dramane Ouattara veut se dédier, et ça on revient encore sur le fameux accord signé par l'opposition burkinabé, veut se dédier parce que son poulet est décédé malheureusement avant. Donc, M. Amadou Gon Coulibaly est décédé. Donc, au RHDP, ils estiment qu'ils n'ont personne pour être candidat, pour gagner les élections. Donc, ils veulent que le président Alassane Ouattara
se Oui, positionne. ça c'est connu, Ali, on le sait. Le président Ouattara a dit qu'il a un destin pour la Côte d'Ivoire. Il se donne en sacrifice pour la Côte d'Ivoire. Il a placé la Côte d'Ivoire à un niveau pour lequel il n'est pas prêt à partir pour laisser la Côte d'Ivoire parce qu'il n'a pas quelqu'un après avoir perdu celui qui l'a préparé. Ça c'est connu. Maintenant c'est la suite. Il y a on voit maintenant des entrées politiques ou religieuses dans la politique avec des imams à Guy Touré, le cardinal, et on voit aussi du point de vue diplomatique, il semble que ce n'est pas totalement rose avec Paris et l'Élysée. Écoutez, moi, ma position par rapport à Paris est simple. À chaque fois, nous avons dénoncé la position de la France, l'immixtion de la France dans la politique des pays africains. Moi, je ne comprends pas pourquoi un président africain irait à Paris pour avoir l'onction de la France, pour faire quoi que ce soit. Je pense que les Ivoiriens sont suffisamment mûrs pour prendre leur mais en même temps, l'opposition, on a vu Soro Guillaume qui a écrit à Macron, une lettre ouverte. Bédié en a appelé à l'intervention de Macron. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, eux tous s'adressent à Macron pour les aider à prendre le pouvoir ou à rester au pouvoir. Et ça, c'est un peu ridicule, c'est enfantin. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a des personnes, il y a des personnalités, ils ont un peuple assez mûr qui a traversé beaucoup d'épreuves, qui est capable de dire ce qu'il pense de ce troisième mandat. On n'a pas besoin d'aller à Paris pour se faire recevoir par Macron, quoi que ce soit. C'est un peu ridicule à mon avis. Je souris, mais pour dire à dire que lorsque les évêques d'un pays portent à la connaissance donc des citoyens du monde ou bien du pays, ils le font à travers la conférence épiscopale. Donc, je pense que dans le cas présent, le cardinal, son éminence, ne s'est pas exprimé dans le cadre de cette conférence. Donc, c'est le citoyen Coutois. Voilà. Okay. Mais est-ce qu'en même temps, on peut dissocier le cardinal de l'Église ou des chrétiens? Bon, là, c'est clair que c'est... La posture devient quand même... Non, mais c'est son autorité d'abord. Elle est inconfortable quand même, cette posture-là. Il a une autorité quand même morale qui est là. Et c'est vrai, et je suis vraiment étonné. Moi, je trouve que le cardinal il serait allé loin en disant que la candidature de Bédié, la candidature de Gbagbo aussi n'était pas nécessaire. Ça, je trouve même qu'il allait... Sinon, ce qu'il a dit, c'est bon. Maintenant, les gens disent qu'il fait la politique. Lorsque l'Église ou une autorité morale prend la défense de la vie, de la paix, et ça, c'est de la politique. Donc, je trouve que c'est de la bonne politique. C'est un peu du Imam Dicko au Mali aussi. Parce que là, on en a entendu du tout. Non, mais en fait, les gens confondent. La laïcité, ça ne veut pas dire que les autorités religieuses ou même coutumières ne doivent pas donner leur point de vue sur la gestion de la cité. Ça veut dire tout simplement... Pour que tu continues, moi, je n'ai pas reproché au cardinal Courtois d'avoir dit quelque chose. J'ai même dit... C'est compris, Ali. J'ai bien dit qu'il a le droit. J'ai dit seulement que Adjoumani, en allant sur le parvis de trucs... Non, là, vraiment, c'est vraiment une sottise. Voilà. Mais en fait, c'est vrai que ce que moi je veux dire ici, c'est la laïcité, c'est pas dire que les autorités morales ou religieuses ou coutumières ne peuvent pas donner leur point de vue sur la gouvernance de la cité. C'est tout simplement que l'État n'est ni musulman, ni catholique, ni protestant, ni bouddhiste. L'État est à équidistance de toutes ces confédérations, c'est ça. Merci. Maître. Oui. Bon, est-ce que là, en France, quand la France reçoit un président dans cette situation, c'est quand même gênant pour Paris, au point qu'on ne veuille pas faire des photos officielles? Non, c'est pas gênant, c'est pas gênant. Pas faire des communiqués, non, etc. Je ne trouve pas. Alassane a été bien reçu par Macron et tout s'est passé normalement. C'est peut-être la Covid-19 qui a peut-être fait que les gens... Sans le tapis rouge là, quand même? Non, ça dépend de la nature. Ça dépend de la nature de la visite. Il y a plein de visites à l'Élysée où on ne déroule pas le tapis rouge. Ça dépend de la visite. Il y a une visite de courtoisie, il y a une visite privée, il y a une visite d'État, il y a une visite officielle. Donc, il y a le statut diplomatique qui détermine tout ça. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi il était parti, quelle était la nature de la visite, donc je ne peux rien dire. Mais toujours est-il que Macron n'était pas obligé de recevoir Alassane Ouattara. Il pouvait ne pas le recevoir. Et je me rappelle que moi, j'étais en France à l'époque. Peut-être qu'il a aussi reçu pour simplement donner des injonctions. Non. Il y a l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Il peut le faire par l'ambassade. Ah oui. Moi, j'étais en France, n'est-ce pas, quand Boris Yeltsin cherchait le pouvoir à Moscou. Boris Yeltsin voulait des contacts internationaux. Il est venu en France, Mitterrand a refusé de le recevoir. Il a passé sa journée, n'est-ce pas, à faire des courses, n'est-ce pas, dans les rues de Paris. Voilà. Donc, il n'était pas obligé de le recevoir. Donc, deuxième élément que je veux dire, n'est-ce pas, c'est que ce qui me déçoit chez les cadres africains, c'est chaque fois que, quand les réseaux sociaux nous demandent quelle est la position de Macron, que Macron doit se prononcer, etc. Est-ce que c'est à eux? Ça veut dire que les Africains eux-mêmes s'infantilisent. Nous avons géré le pouvoir ici sous la Révolution avec Thomas Sankara. On n'avait pas besoin de l'avis de la France, même des États-Unis ou de Moscou.
Hein, c'était... Mais ce n'est pas pour autant que la France n'est pas invitée, non? Hein? Dans la Révolution. Non, mais non, c'est un partenaire. D'accord. Un partenaire. On a besoin de tout le monde. Est-ce que vous avez, mais pas de quelque chose, de quelqu'un de particulier. D'accord. Voilà. Donc, voilà être là, les Guillaume Soro qui demandent à Macron d'intervenir, Ouattara qui cherche à Bédié aussi. Oui, Bédié a demandé. Je pense que ce sont des hommes politiques qui s'infantilisent et qui montrent qu'ils n'ont jamais été à la hauteur des aspirations des peuples africains. Mais est-ce que ce comme n'est quand pas on une demande- façon aussi, parce que quoi qu'on dise, la France est à Port-Boué, le 43e Bima est là-bas, la Non. France a des intérêts en Côte d'Ivoire, Non, monsieur Loukman. la France est, la Monsieur Côte d'Ivoire est une Loukman. colonie. Au débat, si on quitte le débat trop, j'allais dire, indépendantiste, est-ce qu'on peut nier le rapport Monsieur entre la Loukman, France et ces je États? vais vous dire une chose. Les États-Unis ont une base à Guantanamo, à Cuba. Mais les Cubains ne demandent pas l'avis des Américains pour faire quoi que ce soit. Et la base américaine qui se trouve à Guantanamo a été imposée à Cuba au D'accord. 19e siècle. Est-ce que vous avez vu? Merci. Donc, mais bien que les troupes soient là-bas, Merci. les Cubains ne demandent pas l'avis des Américains. D'accord. Ils ne demandent pas l'influence des Américains. D'accord. Donc c'est pour vous dire que c'est eux-mêmes qui prêtent le flanc. Et après, maintenant, ils viennent dire que l'intervention française, patati patata, alors que c'est vous-même les dirigeants, vous-même Ben, les Mamadou peuples qui êtes Koulibaly, d'accord pour qu'on aille, Mamadou qu'on Koulibaly, demande à la président- France d'intervenir. Oui, Mamadou hein? Koulibaly, le président du leader, a simplement dit qu'il s'est même offusqué que des nationaux, des cadres, et des politiques ivoiriens en appellent à la France. Mais oui, c'est C'est tout à un fait- complexe, en fait. C'est un c'est tout- complexe. c'est tout à fait normal. C'est un complexe. C'est un Et ça complexe. montre que ces gens n'ont pas de vision, n'ont pas de projet viable pour la Côte d'Ivoire, mais ils se battent pour des positions personnelles pour arriver au pouvoir. Parfait, Silga. Si on considère que tout ce qui est dit, le passage en France, ce qui est dit autour, la sortie du cardinal, l'imam Adjib, il y a d'autres imams qui interviennent, est-ce sortie du que cardinal, tout ça, c'est pas de nature à rendre la situation en Côte d'Ivoire plus explosive? Est-ce qu'on ne craint pas, il n'y a pas de risque qu'on quitte le terrain politique pour aller sur le terrain ethnique ou religieux, etc. en Côte d'Ivoire? Non, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est de l'entêtement. C'est-à-dire que et quand vous regardez, le troisième mandat, là, les gens ne vont pas reculer. Il suffit juste... Il semble que, pour bien dire, c'est le premier mandat de la Troisième République. Bon, ils n'ont qu'à continuer à parler ainsi. Nous, on va continuer à parler de troisième mandat parce que pour nous, c'est ce qui est plus vrai. Pour dire que quand vous regardez comment Adjoumani, si vous le connaissez, c'est un député depuis Matousalem, comme on dit, quelqu'un qui boit, qui mange, qui respire politique tous les jours de sa vie. Donc, mais son comportement est le reflet, effectivement, de l'opinion du RHDP, c'est-à-dire le troisième mandat ou rien. Bon, dans ce contexte, effectivement, bon, il peut y avoir des troubles. Sauf que, voilà pourquoi il y a le recours à la main tendue, le recours à l'opinion de la France. Parce qu'il faut aussi rappeler que quand Ado avait dit qu'il ne se représentait pas, le président Macron avait fait un tweet pour le féliciter. Mais donc, dans la réciprocité, comme on peut dire, ils s'attendent à ce qu'il y ait aussi un point de vue sur le troisième mandat, puisque Ado est revenu sur ses paroles. Oui, mais donc, ce qui est dit ici, est-ce qu'on a besoin forcément de demander à Macron ou à la France? D'autant plus que la France même a tellement d'intérêt en Côte d'Ivoire que sa position pourrait être un peu plus... Mais les gens, je pense que le recours à Macron, c'est révélateur d'une seule chose, c'est-à-dire que les Ivoiriens ne sont pas maîtres de leur destin. D'accord. Merci. C'est-à-dire, quand vous regardez Ado, Bédié ou bien Soro, on se dit ce ne sont pas les Ivoiriens, ce n'est pas le peuple ivoirien qui nous fera arriver au pouvoir, mais Macron. Et ça, c'est vraiment bien dommage. Est-ce que les Ivoiriens sont restés collés un peu, pour terminer avec Évaris, quand il y a une armée sur le territoire, on dira une armée d'occupation, une armée étrangère, quand la France a comme installé certains chefs d'État, a été prééminente dans la politique, la décision, la prise du pouvoir en Côte d'Ivoire, la rébellion et tout ça, tout ce qui s'est passé. Marcoussis a déterminé la feuille de route en Côte d'Ivoire et tout. Est-ce que finalement la question française, la question ivoirienne va se résoudre en France ou est-ce qu'elle va se résoudre en Côte d'Ivoire?
Bon, cette armée d'occupation, moi, ça me gêne un peu parce que c'est des États souverains. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est dit en Côte d'Ivoire. Mais la réalité est tout autre, puisque c'est des accords qui permettent donc la présence de ces armées sur le territoire. Maintenant, c'est vrai que si on se réfère au rôle historique donc, de la France en tant qu'ancienne puissance coloniale, vous avez vu récemment même au Liban, quand il y a eu des problèmes, M. Macron s'est dépêché d'y aller parce qu'il y a quand même eu des réalités historiques et culturelles qui les lient. Donc maintenant, c'est vrai que la France, quand même, compte tenu de cette position, a une influence et joue un rôle plutôt de facilitateur. C'est ce que moi je pense plutôt. Et la France peut faciliter le dénouement en fait de cette crise-là. Du point de vue donc, en fonction donc de son poids, donc de son influence sur la Côte d'Ivoire, on ne peut pas le nier. Donc c'est vrai, la France a un rôle de facilitateur à jouer. D'accord. Merci. On va aller sur un autre terrain aussi qui a des éléments similaires parce qu'il y a toujours la question internationale, la France, même la Russie cette fois-ci, la Chine, et puis encore la CEDEAO. Alors c'est le cas malien, IBK, donc nous étions en vacances quand il y a eu le coup d'État. Alors finalement, est-ce qu'on ferait des commentaires sur ça? C'est arrivé le coup d'État, mais maintenant c'est la question de la transition. La CEDEAO demande une transition avec des autorités civiles. Les militaires ne semblent pas vouloir lâcher. Alors selon vous, est-ce qu'il faut quand même lâcher les bottes aux Maliens pour organiser les transitions, comme ça semble se dire en interne? Moi, je crois qu'on est en train d'aller vers cette hypothèse. Parce que quand on regarde, quand on lit un peu la presse malienne, on a bien l'impression que la junte a réussi à dire aux parties prenantes, c'est-à-dire les groupes armés, en tout cas les groupes organisés de la société, que les termes de la transition doivent être définis par les Maliens eux-mêmes. Et ainsi, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire passer l'idée selon laquelle il doit y avoir un militaire au sein des organes de la transition. Il doit y avoir des militaires. Parce que moi, je suis convaincu que les militaires ne vont pas se retirer de cette transition. Et je suis aussi convaincu que le terme d'une année qui est proposé par la CEDEAO ne sera pas respecté. Quand je regarde un peu les discussions, comment les groupes y réagissent, j'ai bien l'impression qu'ils sont bien d'accord avec... Finalement, après, on va dire peut-être une sorte de désaveu de la CEDEAO qui, à un moment donné, a misé sur les sanctions, a misé sous la pression, a réinstallé IBK et qui finalement, IBK lui-même a désisté. Est-ce que là, la CEDEAO n'a pas perdu quand même la main réellement au Mali? Non, elle n'a pas seulement perdu la main. Elle a perdu de sa crédibilité. Parce que tout ce que les Maliens reprochent à la CEDEAO, c'est quoi? Où étiez-vous quand les résultats des élections étaient tripatouillés? C'est-à-dire qu'on a toujours... Mais il y a des missions préparatoires, il y a des missions... Mais quels sont les résultats de cette mission? Il y a des missions préventives. Ça fait 2 mois que la CEDEAO négociait et n'arrivait pas à trouver de résultats. Vous pensez que les Maliens vont s'asseoir et vous regarder tranquillement négocier pendant des mois? C'est-à-dire que si on les laissait encore, quand j'écoute la CEDEAO, ils disent oui, mais on était prêt de trouver un accord avec les Maliens pour former un gouverneur d'union nationale. Ça faisait 2 mois qu'ils étaient en train de négocier. Donc, je pense que la CEDEAO doit revoir. Alors, mais concrètement, est-ce que si la CEDEAO ne négocie pas, ce qui est d'ailleurs du reste la seule méthode en sa possession, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire d'autre? Soit envoyer une armée pour déloger un président ou qu'est-ce qui peut rester d'autre à la CEDEAO? Non, on n'a pas dit... Quand j'ai dit, mais 2 mois quand même pour négocier et trouver un accord dans un pays, c'est trop. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle revoie ses méthodes. Et j'ai dit, aujourd'hui, la junte va se baser un peu sur la perte de l'activité de la CEDEAO pour imposer son agenda. Parce que l'agenda, là, aujourd'hui, c'est de dire pas seulement une année de transition, mais peut-être un peu plus, mais aussi avec des militaires dans les organes de la transition. Est-ce qu'aujourd'hui, la CEDEAO, qui semble avoir perdu un peu la main au Mali, est-ce que ce qu'il faut au Mali, c'est une transition militaire ou c'est une transition mixée ou une transition civile, comme par exemple le réclame la communauté internationale, y compris la CEDEAO? Est-ce que
désormais, c'est le débat qui est posé. Est-ce qu'il faut laisser la junte diriger cette transition? Bon, il faut dire qu'avant que les militaires ne rentrent en scène, c'est les civils qui ont commencé avec le M5, un certain nombre de personnalités morales, religieuses qui ont fait l'essentiel du boulot, qui ont fait des manifestations assez régulières à Bamako et puis dans quelques grandes villes du pays. Je crois qu'ils ont facilité l'intervention de l'armée. Les civils ont facilité l'intervention de l'armée. Voilà un coup d'État qui est fait et toute la population sort pour saluer les militaires, alors qu'on nous disait que l'ère des coups d'État était à jamais révolue et qu'on ne verrait plus jamais ça. Mais est-ce que là, justement, Ali, avant de continuer, est-ce que les militaires ne sont pas passés en travers du processus pour récupérer ce pouvoir? Est-ce qu'il ne fallait pas laisser... Peut-être que les civils auraient abouti peut-être à une démission. Les civils n'auraient pas abouti, les civils n'auraient pas eu la peau de IBK. Ils seraient restés à Koulouba tranquilles, les gens manifesteraient tous les vendredis et ils s'en ficheraient. Il a 6 jours pour faire ce qu'il a fait. Il a eu une seule journée où on va l'emmerder pour dire que les gens sont en train de marcher et puis il continue. Donc les militaires sont venus mettre fin à ça parce que le pays fait face à l'insécurité, l'économie du pays est en difficulté et tout ça. Ils sont venus mettre fin à ça. Moi, je pense que pour une transition, il faut que ce soit une transition mixte avec les militaires et les civils. Et puis donner aux Maliens la possibilité d'organiser leur propre transition, donner le temps qu'il faut à leur transition afin de remettre le pays sur des bons rails pour que le pays... Ce n'est pas la peine d'aller encore s'immiscer dans leur affaire, imposer des règles. Oui, la transition ne doit pas dépasser 6 mois, ça ne doit pas faire ça, une transition civile et tout. Vous repartez, vous laissez les Maliens face à leur propre destin. Et puis l'Afrique, la CEDEAO n'a pas les moyens d'envoyer des soldats là-bas pour faire le travail. Donc pour moi, c'est une transition mixte, militaire et civile. Merci. Et on donne aux Maliens le temps, s'ils veulent une transition de 10 ans, c'est leur pays, ils n'ont qu'à faire leur transition comme ils veulent. Maître, Oui. ce sujet, le débat il est posé, il se pose aussi, en tout cas dans les chancelleries et tout, est-ce qu'il faut laisser les militaires? L'ère des coups d'État ne semble pas forcément révolue en Afrique de l'Ouest. C'est au peuple de décider. S'ils veulent des coups d'État, ils font des coups d'État. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas surestimer la CEDEAO. Quand les djihadistes fonçaient sur le Mali, là, la CEDEAO a fait des mois de négociations sans pouvoir envoyer un seul militaire pour faire face. Il a fallu l'armée française. Et deuxièmement, ce que vous ne savez pas, c'est que l'Union africaine, la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union européenne, c'est la même chose. Parce que c'est la France et l'Union européenne qui financent toutes ces organisations-là. Vous avez déjà vu l'Union africaine ou bien la CEDEAO prendre une position qui va contre une position prise par l'Union européenne ou par la France. Donc, c'est eux qui le financent. Donc, avant de prendre chaque décision, ils appellent. Et ils disent, voilà, par rapport à cette situation-là, qu'est-ce que vous nous dites de faire? Et c'est ce qu'eux, ils vont dire de faire, qu'ils font. Et avec maintenant le manteau de la CEDEAO. Et on croit que c'est la CEDEAO qui a fait. Mais alors que non. le dire comme ça, c'est peut-être vraiment trop... montrer un peu des guignols politiques par là, mais est-ce que nos chefs d'État sont à ce stade? On a vu quand même des conférences vidéo, il y a des vidéoconférences où ils ont tenu des rencontres, ils ont quand même pris des décisions. Oui, c'est pas facile de dire que oui, on les appelle pour dire faites ça, faites ça. Oui. Vous venez de dire que Ouattara est parti à Paris, que Guillaume Soro demande à Macron d'intervenir, que Bédié demande à Macron d'intervenir. Cette vidéoconférence-là même, qui leur a dit de faire la vidéoconférence? D'accord. C'est ça. Oui. Qui était à l'origine de cette vidéoconférence? Vous ne voyez que les apparences, vous ne voyez pas le fond. Les en dessous de table. Voilà, c'est ça le vrai problème. Donc, non, on retiendra que de toutes les façons, après le sommet, l'Union africaine a entériné également les décisions des chefs d'État. Et jusque-là, sur le plan international, la France ne s'est aventurée vers les putschistes qu'après la Russie. Donc, c'est quand même, est-ce que ça ne nuance pas un peu le rôle de la France? Non, il faut comprendre une chose. Au Mali, la Russie a toujours été là. Je vais vous raconter une chose. Modibo Keïta, quand il y a eu la dissolution de la Fédération du Mali, Modibo Keïta s'est orienté vers la Russie. Et sous Khrouchtchev, Modibo avait demandé même à l'armée russe d'intervenir pour rétablir la Fédération du Mali. D'accord. Et donc chasser le pouvoir au Sénégal. Et Khrouchtchev lui a dit, mon cher Modibo, ce que tu ne sais pas, c'est que si moi j'interviens, la France interviendra. Et les États-Unis interviendront. Et nous repartirons pour un deuxième conflit mondial. Et Khrouchtchev a refusé d'intervenir. Sinon, l'armée malienne a toujours été équipée par
l'armée soviétique. Merci, ils y sont depuis longtemps. Merci, maître. Merci, maître. Sauf que quand même, Barkhane, c'est français quand même. Donc, on va dire que la France aussi n'est pas moins présente au Mali. On va prendre un premier téléspectateur. Bon, c'est un des nôtres. André Eugène, un habitué de ce plateau. André Eugène Ilboudo qui vous a intervenu sur l'accord politique du CFOP. Bonjour. Bonjour. Bon, aujourd'hui, on est derrière la ligne. Hein. Oui, bonjour. Allons-y. Allô? Oui, allons-y pour l'intervention. Oui, merci beaucoup. Et bonjour à toute la dynamique équipe du plateau et à tous vos techniciens et aux auditeurs. Téléspectateurs. Voilà. J'interviens pour l'accord politique de l'opposition là. Je pense que l'analyse qu'il faut faire, c'est que le MPP estime qu'il va faire un coup KO. Parce qu'il pense qu'il est au pouvoir, il a travaillé et les auditeurs, l'électorat va le publiciter. André Iboudo, André, il faut une petite distance entre avec le poste récepteur qui est à côté. D'accord. Donc je dis le MPP estime qu'il est au pouvoir, il a bien travaillé et l'électorat va le conduire. Voilà pourquoi il dit qu'il va faire un coup KO. Et deuxièmement, son analyse, c'est que par cette même occasion, il va désavouer l'opposition parce qu'il n'arrivera pas au second tour puisqu'elle va gagner au premier tour. L'opposition dit pas de coup KO parce que l'électorat va vous sanctionner, parce que vous avez mal travaillé et c'est nous qui allons arriver. Et si on arrive, on se coalise. Je voudrais faire simplement une petite démonstration. Vous avez une femme qui va au marché, qui arrive avec 20 galettes. Il trouve son fils avec 5 autres enfants de ses coépouses. La femme prend les 20 galettes, elle distribue 4 galettes à chacun des 5. Ça fait les 20. Et il laisse son fils. Et les fils disent, mais attends, la femme là nous aime plus que son propre enfant. Venez, chacun va donner une galette au fils de la femme. Du coup, le fils de la femme qui était sans galette au départ se retrouve avec 5 galettes, pendant que les 5 autres enfants se retrouvent chacun avec 3 galettes. Voici comment l'opposition idéalise le second tour. Il dit au second tour, nous on sait qu'on ne peut pas gagner. Au premier tour, on sait qu'on ne peut pas gagner. Mais au second tour, si on se coalise, puisqu'il n'aura pas le premier tour, premier coup KO, si nous on se recoalise, on va gagner la bataille. Moi, c'est leur calcul. Et c'est ça qu'il faut dire aux gens, parce que j'imagine que tous les politiciens, quoique ce que vous dites, ce ne sont pas des idiots. Hein. Chacun fait ses calculs, notamment, il se coalise, etc., etc. C'est ça que je voulais apporter, parce que j'imagine que c'est ce calcul-là que le MPP voit, qui veut faire en sorte qu'il n'arrive pas au second tour. Et c'est ce calcul-là aussi que l'opposition voit, parce que s'ils arrivent au second tour, ils sont au départ avec 5 galettes, ils sont au départ avec 0 galette, mais ils vont se retrouver chacun avec le nombre de galettes qu'il faut plus que celui qui a gagné dès le premier tour. Merci, voilà. Merci André Eugène Boudot pour cette image, cette allégorie des galettes qui en tout cas qui permet d'avoir une idée exacte de comment l'opposition pense éparpiller les voix au premier tour et récupérer au second tour. Merci André Eugène Boudot. Nous avons d'autres téléspectateurs, mais on continue avec Maître sur. Est-ce que il faut donc laisser la junte conduire cette transition? Est-ce qu'il faut une transition strictement militaire ou une transition mixte, comme Ali le disait, ou une transition civile comme la CEDEAO le veut? Bon, vous savez, pour que ce soit une transition strictement militaire, ça serait une dictature. Parce que les gars du M5 ne vont pas se laisser faire. C'est eux qui ont commencé le mouvement. Ce qu'il faut dire aussi est qu'il ne faut pas que les gens du M5 fassent de la surenchère. Moi, je les ai entendus parler, etc. Ils ont tendance à dire que c'est eux qui ont initié le mouvement. Voilà, la paternité, etc. On a vu la même chose au Soudan, avec El-Béchir et Hassan Tourabi. Donc, El-Béchir s'est appuyé sur un mouvement civil conduit par Hassan Tourabi pour venir au pouvoir. Une fois arrivé au pouvoir, dès qu'il était bien assis, il a écarté les Tourabi. Mais on a vu aussi au Mali un épisode quand même assez surprenant. La première rencontre de la concertation avec les forces vives, le M5 n'avait pas été invité et donc il a rué dans les brancards pour en fait obtenir la. Bon, je ne sais pas, mais ça c'est peut-être une méfiance. Au Burkina, ici, nous avons vu la même chose sous la Révolution.
où la LIPAD, n'est-ce pas, revendiquait la paternité du mouvement. D'accord. Ce qui a conduit, n'est-ce pas, à des tensions, et d'ailleurs même ce qui a conduit à ce que le CNL a mis beaucoup de temps avant de former le premier gouvernement. D'accord. Merci. Voilà. Donc, maître, pour un gouvernement de transition mixte. Voilà, c'est pour vous dire qu'il faut associer toutes les forces, mais il faut éviter les surenchères aussi du côté des civils, parce que les surenchères peuvent aboutir à ce qu'on les exclue carrément du processus. D'accord. On va prendre notre deuxième téléspectateur, M. Touré Oumar, qui appelle de Bobo Dioulasso. Lui également revient sur l'accord politique à l'opposition. M. Oumar Touré. Oui, bonjour. Bonjour. Un bonjour particulier aux juristes qui s'essayent à la philosophie. Merci. Alors, je vais vous demander de me permettre de faire un feedback avant de passer au sujet proprement dit. On est pris par le temps. Je pense que la allez. bonne foi existe en politique. Sankara était de bonne foi, Sékou Touré était de bonne foi, Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral, Fidel Castro, Lénine, on ne pourra pas terminer de les citer. Ils étaient de bonne foi. Mais je suis d'accord qu'effectivement, il y a de la mauvaise foi en politique. Et Maître Kélem parle justement de Aristote. Il a cité l'éthique à Nicomaque. Et moi, je pense qu'il aurait mieux fait de citer Platon, la République de Platon, qui parle de l'exercice du pouvoir, alors que l'éthique à Nicomaque s'intéresse plus aux aspects éthiques, moraux, si vous voulez, dont la justice est justement la clé. Alors, Platon disait que avant que les dignes et authentiques philosophes ne parviennent au pouvoir, eh bien les mots ne finiront pas pour les humains, l'injustice ne finira pas. Donc de deux choses, ou bien les philosophes deviennent rois, ou bien les rois se mettent à philosopher. En dehors de cette éventualité, il y aura toujours l'injustice. Et donc, il fait cas à la mauvaise foi des démocrates de la Grèce antique, justement, qui étaient qualifiés dans le mensonge et qui ont pu tuer Socrate, l'homme le plus juste de son époque, pour cette raison-là. Et Platon comparait la démocratie grecque à un bateau en perdition. Eh bien, laissons cela et venons maintenant à nos hommes politiques. Moi, je dis que si la mauvaise foi tuait, je ne dirais pas comme Newton Ahmed Bari au temps de Blaise Compaoré que le Burkina sera dépeuplé. Je dirais tout simplement, ceux qui ont passé l'accord politique seraient tous morts paralysés, à l'exception de Zéphirin qui sera paralysé à moitié. Et je m'explique. Parce que ils ont accompagné Blaise Compaoré. Pour cette raison, ils doivent être paralysés totalement. Et Zéphirin Diabré est allé avec les insurgés. Eh bien, à mon sens, lui, il sera paralysé à moitié. Pourquoi ils doivent être paralysés? Parce qu'ils devraient rejeter ensemble l'accord, le code électoral, tel que les députés l'avaient fait dans leur rapport. Sauf qu'eux aussi n'ont pas été cohérents. Ils devraient tout rejeter, n'ont fait que rejeter les législatifs. L'accord politique devrait se fonder sur le rejet du code électoral. Parce que c'est un code, je ne sais pas, plus que bourgeois, qui veut justement sauvegarder les intérêts des petits bourgeois Monsieur Touré, qui sont au pouvoir. Monsieur Touré, on fait un peu de digression, parce que là on parle de l'accord politique. Quelles sont les chances de l'accord politique? La bonne foi ou la mauvaise foi, est-ce que ça tiendra? C'est de ça qu'il s'agit? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. En fait, Zéphirin Diabré pense que l'ADF, RDA et le CDP peuvent mieux s'affiler à lui qu'à qui est au pouvoir. Ils ont toujours été ensemble, c'est ce que j'étais en train de dire. D'accord. Et c'est justement pour cette raison que jusqu'à présent, ils ne sont pas passés à la barre du tribunal de l'insurrection. Parce que le président Roch n'a rien fait pour que justement cela se passe. Salif Diallo aurait pu le faire. Merci, monsieur Traoré. Monsieur Touré, merci. Merci pour votre intervention. Depuis Bobo Dioulasso. Évariste, oui, sur le Mali, très rapidement. Sur le Mali, je pense qu'il y a des pressions, à des écueils, mais la principale pression viendra plutôt de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Parce que si vous rappelez que la France, et à travers donc Macron ou même la chancelière Merkel, a demandé donc, à demander à ce que la communauté internationale accompagne plutôt le Mali à revenir vers une vie constitutionnelle normale. Donc, ça va être donc le décor. Mais en revanche, c'est vrai que vous avez fait allusion à une réunion qui a été avortée, celle du 29 août, convoquée par la junte.
qui devait donc en fait échanger autour de l'organisation de la transition. Lors de cette réunion, le M5, bien sûr, s'est offusqué parce que n'a pas été traité comme c'est des Mais ce à quoi la jeune a retenu que dans la liste. Merci Évariste, Le thème de cette émission, vous comprenez très bien, après 3 semaines de vacances, il y a beaucoup d'énergie, donc il ne pouvait que terminer en arrachant donc la parole à Évariste Konsebo. Mais ce n'est que partie remise, juste pour vous dire qu'on est au thème de cette émission. Merci de nous avoir suivis au Burkina et partout ailleurs. Merci de nous faire confiance. J'étais donc avec Mamadou Ali Compaoré. Saluer des compatriotes au Togo qui m'ont demandé de vous... Merci à nos compatriotes du Togo donc, qui nous suivent et merci à eux. Merci à toute la diaspora. Ali Mamadou Compaoré, journaliste et actuellement cadre au ministère de la Communication. Merci d'être passé sur ce plateau. Maître Kielem de Tambela, Apollinaire de Tambela. Maître Kielem Apollinaire de Tambela, il est donc avocat inscrit au barreau. Il est président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci Maître d'être passé. Faustin Évariste Konsebo, il est chroniqueur média, président du SEC d'éveil, association de défense des droits de l'homme, premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens. Merci d'être passé. Et puis enfin, dernier invité, Parfait Silga, il est journaliste et analyste. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.